Salut à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, on parle d'une phase par laquelle toutes les femmes vont passer, la ménopause, avec du sourire dans la voix. C'est souvent vécu comme une épée de Damoclès, ou même une damnation. Alors, plutôt que de la redouter, nous, on va la décrypter et voir comment on peut faire de cette charnière de vie une opportunité. Rendez-vous avec Laurence Aura. Elle est psychologue et diététicienne et plus connue sous le pseudo La Psy des Kilos sur Instagram. Nous sommes à Wojo, notre espace de coworking préféré en plein centre de Paris, qu'on remercie encore et toujours pour son accueil. Allez, c'est parti, on parle donc de cette révolution qui nous concerne toutes. Alors, merci beaucoup Laurence de venir ici, chez nous. Moi, ça fait bientôt 2 ans finalement que je te suis, puisqu'on a un ami commun qui s'appelle Charles Brumeau, qui est diététicien et qui se revendique aussi de la psychonutrition. Ah ben, il fait plus que s'en revendiquer. Oui, en l'occurrence, il l'est. Oui. Tout à fait. Et donc, je suis très contente qu'on parle de la ménopause toutes les deux. C'est vrai que depuis 2 ans que j'ai ce podcast, forcément, c'est l'éléphant dans la pièce. On n'a pas encore abordé vraiment ce sujet à part entière. Et moi, je suis un peu abreuvée sur les réseaux sociaux de solutionnisme autour de la ménopause. Donc, finalement, tu as les super interviews où tu as l'experte qui te dit « il faut faire la muscu, nanana, il faut manger ci, ça ». Et voilà, tu as l'impression que si tu fais ces tricks, tout va bien se passer. Alors que toi, dans ton livre, c'est l'acceptation, on y passe, c'est comme ça. Et finalement, on va parler de la ménopause, qui est la ménopause, qui est la ménopause. Oui, alors, c'est l'acceptation. En fait, je me suis dit, mais c'est marrant, solution aussi. Enfin, je me suis dit, il y a un truc avec 3 A. C'est accueillir, s'adapter et accepter. Ce qui n'est pas du tout la même chose que je laisse aller, je renonce, tant pis, je me résigne, voilà, je suis ménopausée, etc. C'est quoi la différence entre accepter et renoncer ? Enfin, tu vois ? Ah ben, accepter, c'est comprendre ce qui se passe. C'est justement les 2 étapes d'avant. C'est comprendre ce qui se passe, accueillir, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi et pas qu'est-ce qu'on veut me faire croire qu'il va se passer, qu'est-ce qui se passe en moi. M'adapter, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour que moi, ça se passe mieux ou que moi, ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Et donc, finalement, ça permet d'accepter, c'est-à-dire de faire avec. La grande différence, c'est que la résignation ou la renonciation, tu fais pas avec. T'es figé, t'es dépité, tu subis le truc et t'avances pas du tout. Alors que l'acceptation, c'est un mouvement actif. La résignation, la renonciation, c'est passif. Et dans les 3 A, il y a un ordre ? Ça va dans l'ordre, c'est d'abord accueillir, ensuite je m'adapte et ensuite j'accepte. Exactement. C'est dans cet ordre. Bah oui, sinon ça peut pas marcher. Enfin, je crois que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, tu peux pas t'adapter si t'as pas compris et accueilli. Tu peux pas accepter si tu n'as pas accueilli. Tu t'es forcément adapté à minima et après tu es prête à accepter que la vie va, que tu es vivante quand tu es ménopausée, que tu as encore 40% de ta vie à vivre, donc que tu es libérée des règles, que tu es libérée des enfants et des tourments et des tracas, que même les grands enfants jeunes qui ont enfin quitté le nid. En fait, tu redécouvres aussi une forme de liberté, tu peux te projeter sur un avenir et tout ça, c'est grâce à l'acceptation. Donc tu vois à quel point c'est pas passif. Ah ouais, complètement, j'adore ces 3 A là, c'est super intéressant. Alors donc toi, tu es donc tu te définis sur Instagram comme la psy des kilos. Donc tu es psychologue et nutritionniste. Je suis psychologue et diététicienne. Comme il y a un gros flou sur les questions de diététicienne, nutritionniste, je dis que je suis psychologue nutritionniste parce que la diététique et la diététicienne, on a toujours l'image un peu de celle qui va refiler du régime. Alors c'est profondément injuste pour cette profession, mais en l'occurrence, et nutritionniste en revanche, les gens pensent que c'est plus large, c'est plus global, c'est plus médical ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est moins régime, moins focusé régime. Donc ça fait 18 ans que j'ai les 2 titres de psychologue et de diététicienne, mais en termes d'appellation, je me suis rendu compte que j'utilise en fait l'un ou l'autre, mais je me suis rendu compte que psychologue nutritionniste, il y avait quelque chose de plus ouvert, de moins étroitisé que psychologue diététicienne. Et alors bon, avant de reparler de la ménopause, donc ça, la psychologie et l'alimentation, la nutrition, la diététique, c'est intimement lié. On le sait, on le ressent.
mais c'est pas encore bien expliqué finalement, c'est du cas par cas, ou est-ce qu'on sait vraiment ce qui marche? Pourquoi est-ce que de psychologue, t'es devenue diététicienne? Et pourquoi est-ce que cette dimension-là, elle est encore un peu trop à la marge? Alors, pourtant, on le ressent que c'est important. Oui, non, mais bien sûr. En fait, ça paraît une évidence quand je le dis ou quand les gens me découvrent. Ils se disent, bah oui, c'est évident, il y a un lien tellement fort. Moi, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dans mes patients. Donc, je téléconsulte à longueur d'année. Ça fait 18 ans. Donc, j'ai vu un grand nombre de femmes, évidemment. J'ai à peu près 2 ou 3% d'hommes dans ma patientèle. Donc, je vais plutôt parler des femmes. Et ça tombe bien parce que la ménopause ne concerne que les femmes. C'est sûr que c'est un sujet qui nous concerne. Voilà. Mais c'est vrai qu'en voyant ces femmes qui souvent arrivent à... Finalement, la pression sur le corps et la pression sur le poids, elle existe depuis tout petit. D'ailleurs, quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on dit? On donne sa taille, on donne son poids. Totalement. Et c'est ce qui va définir ou pas, si tu rentres chez toi avec l'enfant, c'est si son poids remonte et tout. Et c'est vraiment le truc à surveiller absolument, quoi. Il y a un focus énorme sur ça. Il y a un focus énorme, même chez les pédiatres. Je me souviens, mon pédiatre m'avait dit, parce que j'avais fait un bébé grand, bien portant... je ne sais même plus combien il faisait en kilos, mais peu importe. Et un mois plus tard, je ne sais plus, il avait un problème de je ne sais pas quoi, je vais voir un pédiatre qui n'était pas mon pédiatre, et il me dit « Ah, bah dis donc, il a pris tant, mais votre lait, c'est 95% de gras et 5% d'eau. » N'importe quoi, c'est vrai que c'est... Mais la violence du truc, mon lait, je ne suis pas responsable de comment est mon lait, c'est complètement idiot de dire ça parce que pas de rapport. À une jeune maman. À une jeune maman, premier enfant, complètement paumé, tu vois, j'allaite, à l'époque, c'était moins, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Bref, pour dire que la grossophobie et le focus sur le poids, il se cache, vraiment, le diable se cache dans des détails, et pour moi, c'est un vrai diable que de focuser comme ça dès le début. Mais le fait est que quand on a 40, 50, etc., aujourd'hui, j'espère vraiment que les jeunes générations, ça va plus être comme ça. Je pense qu'on a encore du taf. Carrément. Mais on arrive à 40 ou 50 ans en ayant fait beaucoup de régimes, en ayant eu envie d'être toute fine pour rentrer dans sa robe de mariée, pour être sur les photos. On a eu des pressions des parents, on a eu des pressions du médecin scolaire, on a eu des pressions du médecin du travail, on a eu des pressions du conjoint. Parfois, on a parfois des pressions des enfants. En fait, des amis, bref, de la société en règle générale. Et donc, quand les gens arrivent vers moi, elles ont déjà vécu tout ça, elles sont un peu désespérées par rapport à ça, c'est-à-dire elles ont un vécu. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'elles ont un vécu qui leur est très personnel, elles ont une éducation alimentaire, elles ont vécu dans une certaine société, elles ont une culture alimentaire, on ne mange pas la même chose, qu'on soit de telle ou telle origine régionale en France, mais même en région mondiale, de tel ou tel pays, de telle ou telle culture. Parfois, il y a des pressions religieuses sur la façon dont on mange. Il y a évidemment des événements émotionnels, des événements professionnels, des choses, des traumas qui centrent tous en fait sur l'alimentation. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que ça a été une évidence pour moi. J'étais très intéressée par la question alimentaire et par la question de l'évolution du corps. Tu as été d'abord psychologue. Mais je suis d'abord psychologue, et je suis psychosociologue en réalité. Donc la question du poids de la société sur l'individu et du rapport de l'individu à la société, ça m'a toujours hyper intéressée. Et à un moment donné, je faisais pas du tout ça, je travaillais plutôt en psychologie du travail, en recrutement, sur l'évolution... l'accompagnement du changement dans les entreprises, etc. Donc, tu vois, j'étais vraiment pas du tout sur ce cœur de métier-là. Et en 2003, j'ai commencé une réflexion autour de, mais qu'est-ce qui m'intéresserait? Accompagner des gens, oui. Au cas par cas, oui. Mais qu'est-ce qui m'intéresserait comme sujet? Et vraiment, en y réfléchissant, je me suis dit, mais le sujet de l'alimentation, c'est la rencontre parfaite entre... la pression de la société, la dimension culturelle, les dimensions personnelles, individuelles. Donc, tout est cohérent à mettre ensemble ces deux casquettes. Donc, j'ai fait un BTS de diététique et j'ai vraiment tracé ma voie. À l'époque, on était, je crois, en France, 5 personnes ayant
les deux diplômes. Voilà, les deux diplômes. C'est fou. Ensuite, plus tardivement, il est arrivé ce diplôme de psychologie de l'alimentation qui est fait à Dijon. Mais vraiment qui est très récent, je crois qu'il date de 2018 ou 2019. C'est vraiment assez récent. Donc on commence à voir émerger ça. Mais moi, pendant des années, j'ai ramé toute seule. J'ai creusé. Et j'ai bien aimé ça aussi, tu vois. J'ai bien aimé comprendre les liens qui se faisaient entre les choses, être aidée par mes patients finalement, parce que chacune et chacun m'a apporté son histoire, on a décortiqué les choses. Et de là, j'ai commencé à écrire des livres parce que je mettais en place des outils, j'avais une expérience clinique qui commençait à avoir du sens, patient après patient. Et donc là, c'est la ménopause, et je pourrais t'expliquer pourquoi, mais finalement, la question du corps, de l'alimentation et du poids, pour moi, il est transversal à la vie de l'individu. Et j'ai suivi des jeunes mamans, j'ai suivi des adultes bien portants, je suis peu d'enfants, pour des raisons que je pourrais expliquer. Et là, plus tu vieillis, plus tu attires des gens qui sont dans tes problématiques. C'est rigolo, j'ai vraiment vu ça au fil du temps. Et moi, j'ai sans doute commencé à me poser des questions sur la ménopause, à dire à mes patients, vous en êtes où de la ménopause ? Quoi, la ménopause ? Je sais pas, j'en sais rien. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, mais sidéral, sur cette question. Sur les 5-6 dernières années, quand on m'a proposé d'écrire un livre en 2022, moi j'ai dit si j'en écris un, c'est pas répéter ce que j'ai déjà dit dans d'autres, je veux écrire sur la ménopause. T'as quel âge toi ? J'ai 57 ans. Donc t'es passée de l'autre côté de la ménopause. Oui, alors de manière un peu bizarre. Tu peux nous donner les bons conseils. Non mais je pense que quand même de l'avoir vécu vraiment, ça ajoute quand même... Alors quand je dis de façon bizarre, c'est que moi j'ai pas su à quel moment j'étais ménopausée parce que j'ai eu une hystérectomie, donc on m'a enlevé l'utérus, mais laissé les ovaires, donc mes hormones continuaient à fonctionner à 47 ans. Donc le symptôme tangible de tu n'as plus de règles depuis 12 mois consécutifs, ça j'ai pas pu l'avoir. Et ce qui est très marrant, et j'avais un peu déjà une sorte de pré-conscience de ça avant, parce que j'ai une sœur qui est un peu plus âgée que moi et qui prend une pilule qui fait qu'elle n'a pas de règles. Et elle a traversé la ménopause de manière... je ne sais même pas, d'ailleurs, elle ne sait même pas, elle, si elle est ménopausée, parce qu'elle est passée globalement de cette pilule au traitement hormonal de la ménopause, sans vraiment sentir de différence. Et donc, j'avais un peu une sorte de théorie, complètement comme ça, intuitive, de dire, mais j'ai l'impression que quand on n'a pas de marqueurs forts de mes règles se raccourcissent, mes règles s'allongent, je les ai pas eues, merde, j'ai mes règles là, puis alors elles deviennent hémorragiques, etc. Quand on n'a pas de marqueurs forts, j'avais l'impression qu'on passait plus facilement à travers. Et moi, c'est ce qui s'est passé jusqu'au moment où j'ai commencé à écrire le livre et à m'acculturer sur ce sujet. Et là, ça a été horrible. Là, j'ai eu tout en même temps. Parce que psychologiquement, t'étais prête ? Je pense que tu penses je pense qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas sur les symptômes de la ménopause. Il y en a 34, donc autant te dire que voilà, ça impacte plein de choses. Évidemment, tout le monde n'a pas les 34 symptômes, ni dans la même intensité. Mais j'avais pas de bouffée de chaleur. Par contre, j'avais des tendinites depuis déjà plusieurs années, mais je savais pas que c'était en lien avec la ménopause. Donc je me disais, j'ai fait n'importe quoi en faisant ce cours de sport, j'ai dû aïe. Et en fait, non. Et encore aujourd'hui, je continue à avoir des tendinites comme ça, de manière un peu spontanée. Bon, voilà, ça, c'est un gros sujet. Les douleurs articulaires, l'impression d'être un peu verrouillée. On va y revenir à tous ces symptômes-là. Dans ton livre, au début, tu parles du fait que la ménopause, c'est presque un passage de la puberté. En fait, c'est une même genre de transition où il se passe plein de choses dans le corps assez rapidement, finalement. Tout le monde pas pareil et pas au même moment. Est-ce que tu trouves que toi aussi c'était ce genre de transition que tu as vécu ou... Complètement. Ouais. En fait, je trouve vraiment que c'est de l'ordre de la transition et de la métamorphose. Moi, j'aime beaucoup ce mot de métamorphose parce que tu es quelque chose et au fil des années, tu deviens quelque chose d'autre. Alors bon, en même temps, c'est un peu idiot de dire ça parce que si on réfléchit bien, c'est toute la vie, ça. Toute la vie, le jour d'après, on transforme tout le temps. Ouais. C'est ça. Moi, je vois mes enfants, mon fils, tu vois, c'est peut-être de 13, 14 ans jusqu'à 20, 22 ans. Son corps est vraiment en train de changer énormément. Et c'est presque 10 ans. Par rapport à la périménopause, c'est un peu pareil, quoi. C'est entre pareil. 7 et 10 ans. Oui, alors en fait, on dit que la ménopause, elle commence à bas bruit à 37 ans. À bas bruit, ça veut dire...
Ouais, je sais, ça fait toujours bizarre quand on dit ça. Mais regarde, toi, t'as quel âge ? 43. Bon, est-ce que depuis l'âge de 37 ans, t'as l'impression d'avoir des choses qui ont changé ? Oui, c'est plutôt après 40. Tu vois, de 37 à 40, j'ai peut-être pas forcément... Perçu, voilà, exactement. Là, oui, je ressens plus après 40 ans. D'accord. Des modifications de certaines données. Tu dirais quoi, par exemple ? Plutôt au niveau de la récupération après le sport. Qu'est-ce que je ressens aussi ? Oui, j'ai eu vraiment des syndromes prémenstruels beaucoup plus désagréables. Donc, j'ai dû modifier pas mal de trucs autour de mon alimentation pour que ça se règle mieux. Donc, voilà, plein de... Et tu vois, ce qui est intéressant... Des douleurs. Oui, des petites douleurs comme ça qui arrivent. Alors après, ce qui est compliqué, c'est de faire la différence entre le vieillissement naturel et voilà, tout le monde y passe, et ce qui est vraiment en lien avec la périménopause. Mais déjà, savoir qu'il y a des choses qui sont en mouvement dans ton corps, ça permet de les identifier et... là encore, les 3A, de les accueillir en se disant non pas « Ah, je veux rien savoir, ça me fait trop peur cette histoire de ménopause, je veux être au courant de rien ». Finalement, de se dire « Ah, mais ça peut peut-être être en lien ». Tu vois, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit j'ai les syndromes prémenstruels plus compliqués, j'ai dû adapter un peu mon alimentation pour que ça se règle. Donc, me renseigner, consulter, avoir de l'info et adapter. Voilà, donc adaptation, le deuxième A. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas en conflit avec ça, tu es plutôt dans une sorte de faire avec. D'acceptation, oui. D'acceptation, voilà, exactement. De l'état dans lequel je suis en ce moment. Tu vois, et t'es pas obligé de te le dire tous les jours, et t'es pas obligé... C'est quand il y a quelque chose qui émerge un peu, de se dire, je le mets pas de côté, je fais pas un déni de ce qui est en train de se passer. Et pareil, si tu veux, c'est un peu pareil pour la puberté dont tu parlais. Quand tu commences à avoir des boutons... où tu dis je me saoule les boutons, j'ai pas envie de mettre des crèmes et des machins, donc voilà, t'auras les boutons que t'auras, et puis tu pourras trouver que c'est horrible d'avoir autant de boutons, ou tu vas peut-être te dire ou les parents vont peut-être dire va consulter un dermato, quelqu'un qui va t'aider, qui va te dire quoi faire, comment nettoyer ta peau au mieux, peut-être de manger moins de ça parce qu'on sait que ça peut amener plus d'acné. Essaie de ressentir si tu prends plus de coca, est-ce que tu as plus de boutons. Après, tu as des trucs, je trouve, sur les mouvements hormonaux qu'on retrouve pendant toute la vie génitale et tous les moments de syndrome prémenstruel à la ménopause, mais de manière évidemment plus éruptive, parce que tu ne sais pas à quel moment ça se passe. C'est vraiment ces espèces de... Enfin, moi, j'avais l'impression que j'avais un dragon à l'intérieur de moi. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui est perçu comme doux, comme je suis calme, je suis très très secondaire, à prendre du recul et tout. Et là, mais par moments, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui me sortait de moi, tu sais, qui prenait là. De l'énergie ? Ouais, enfin un truc, pas de l'énergie, pas de la bonne énergie, tu vois, un truc qui a besoin de sortir et de hurler. Et donc, je me retrouvais à éructer, éructer en étrusque. Enfin, tu vois, être vraiment, mais à sortir de mes gonds, voilà. Okay. Et pour moi, c'était vraiment... Pétage de câble. Pétage de câble. Et c'était vraiment... très bizarre et je suis très émotionnelle, moi je suis très émotive, je pleure et tout, mais ce truc-là de colère, de rugir... Qui ne te ressemblait pas. Ah non, j'avais l'impression que c'était trop bizarre, quoi. Et c'est pas très agréable, en fait. Tu pourrais dire, oui, après t'es relâché, voilà, t'as lâché ton truc, mais non, en fait, tu te dis, mais c'est quoi, là ? C'est qui à l'intérieur de moi qui réagit comme ça ? Et c'est marrant parce que j'associe ça aux bouffées de chaleur, tu vois, d'un truc trop chaud, quoi, qui a besoin de sortir. Okay. Alors que, bon, pas forcément, mais en tout cas, ça te laisse un peu épuisé, un peu comme une bouffée de chaleur, tu vois, un truc qui te dépasse, quoi. Mais parce que tu vois, par exemple, la puberté, les changements hormonaux, corporels, de peau, etc., c'est très normalisé, c'est accepté, on en parle, on essaye d'aider nos enfants, enfin, la ménopause, pas du tout. Alors que c'est vrai que c'est vraiment une transition presque de la même durée, tout à fait normale, qui concerne toutes les femmes, absolument. Donc, c'est fou, quoi, à quel point c'est tiré vers le bas, ou en tout cas même tue. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « La révolution ménopause », parce que c'est à la fois une révolution intérieure, il faut faire un tour sur soi-même à cette période de sa vie, pour mieux comprendre ce qu'on veut. Pour faire un tour sur soi-même au moment de cette période de la vie, j'aime bien cette expression. Ouais, tu sais, comme la révolution de la Terre autour du Soleil, et la révolution de la Terre déjà sur elle-même, tout puis à fait. Ensuite autour du Soleil, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux de manière plus générale, qu'est-ce que les autres me renvoient.
Et puis après, il y a une révolution sociétale, c'est-à-dire que pour moi, c'est le dernier tabou. On parle de tout aujourd'hui. Tu dis, on accompagne nos enfants, mais moi, je suis d'une génération où la puberté, je l'ai traversée démerde-toi Charlotte, tu vois. J'ai eu mes règles, ma mère m'a dit, eh ben ma pauvre fille, c'est le début des emmerdes. Voilà, ça a été la seule réaction, tu vois. Et après, elle m'a tendu une serviette hygiénique et moi, j'ai fait... Qu'est-ce que je fais avec ce truc ? Je sais pas. Je savais pas si je pouvais mettre des tampons. Enfin, rien. Pas de gynéco. C'est passé, voilà, comme ça. Alors, heureusement, j'avais une grande sœur, mais même avec elle, on n'en parlait pas, pas des masses. Donc, il y a des tabous qui tombent au fil du temps. Je pense que ce tabou tombera quand on aura des profs de SVT qui, lorsqu'ils parlent de toute la vie de l'humain et du développement de l'humain, de bébé, la vie génitale, la conception et la contraception, etc., mais qu'on ira jusqu'à au moins la ménopause et puis le vieillissement. Je veux dire, on est 14 millions de femmes ménopausées en France. Comment on peut imaginer invisibiliser ou ne jamais parler à 14 millions de femmes ? Mais même les industriels, je ne comprends pas. Si tu veux, c'est des femmes qui ont un meilleur pouvoir d'achat la plupart du temps, parce qu'elles arrivent en fin de carrière, qu'elles n'ont plus la charge des enfants. Bon, parfois elles sont seules, parfois elles sont accompagnées, mais bon, peu importe. Ces gens-là, faut les adresser. Puis à 50 ans, l'âge moyen, c'est 52 ans, 51, 52, de la ménopause actée. Faut continuer à parler à ces gens. Alors on parle aux seniors, qui ont donc plus de 65 ans, mais là, tu as un espèce de triangle des Bermudes. Ouais, tout à fait. De 52 à 65, c'est fou. Qui met tout le monde mal à l'aise. Alors, donc, faisons notre révolution ménopause. Et donc, on va commencer à parler par le sujet principal qui un peu est l'éléphant, encore une fois, au milieu de la pièce, c'est le poids. D'ailleurs, c'est un des premiers sujets dont tu parles dans ton livre, sur donc, cette prise de poids. Alors, c'est marrant parce que tu dis que finalement, c'est pas forcément la ménopause qui fait prendre ce bide, c'est plutôt finalement un peu ce qui s'est passé depuis 35-37 ans, qu'on d'un seul coup, on remarque quand on a peut-être 50 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette prise de poids ? Et déjà, est-ce qu'elle est inéluctable ? Ah, tu sais, j'aime pas dire ça parce que t'as forcément dans les gens qui t'écoutent des gens qui vont te dire... Ma mère n'a pas pris 1 gramme à la ménopause. Ma mère, elle a exactement le même corps que quand elle avait 40 ans. Elle en a 84, tu vois. Donc, ce n'est pas inéluctable. Je pense qu'on est vraiment... On part pas tous avec les mêmes cartes sur ce sujet. On n'a pas tous non plus le même continuum de vie. Tu vois, on se rend compte que, par exemple, chez des personnes qui ont fait beaucoup de régimes, beaucoup de yo-yo, il y a déjà une prise de poids qui a été faite bien avant parce que le yo-yo, il est la plupart du temps ascendant. Et donc, ces gens-là, forcément, ces femmes-là, elles vont peut-être avoir une prise de poids plus importante. Mais je pense qu'il faut commencer par expliquer pourquoi on prend du poids. Quand je disais que ça commençait avant, c'est que notre métabolisme, notre moteur interne, ce qui dépense de l'énergie, qui va être boosté par l'activité physique ou le sport, par exemple, ce métabolisme, il diminue naturellement tout au long de la vie. À partir de 22-25 ans environ, il descend, il dégringole. Parce qu'on perd du muscle ou juste Non, juste c'est métabolique. Okay. C'est comme ça, c'est en vieillissant, voilà. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Quand les œstrogènes arrêtent d'être produits, ce métabolisme, il met vraiment un coup de frein, tu vois, d'arrêt. Et on s'en rend compte. On fait une soirée, on est beau, on a beaucoup plus de mal à récupérer. Toi, tu me disais que tu as plus de mal à récupérer quand tu fais tout à fait. Une activité physique intense. Bon, ben voilà. Une nuit blanche, t'en parles même pas. Quand on avait 20 ans, oui, t'as même plus envie, quoi. Tu sais que c'est tellement lourd à récupérer. Et moi, j'avais une amie qui était un peu plus âgée que moi, et elle me disait tout le temps, oui, mais tu verras, à partir de 50 ans. Et moi, je me disais, oh là là, mais quelle lait t'es noire, elle est pas marrante. On a genre 5-6 ans de différence, tu vois. Mais en fait, elle a vécu ça 5-6 ans avant toute la bande de copains et de copines qu'on était, et on comprenait pas. Et maintenant, je comprends. Enfin, je comprends déjà ce qu'elle a vécu. Je comprends sa solitude quand nous, on soufflait, tu vois, on pouffait en se disant qu'elle était pas marrante. Bon, bref. Donc, le métabolisme, forcément, en diminuant, ça veut dire que le corps, naturellement, pour faire ce qu'il a à faire, il dépense moins d'énergie. Si tu continues à faire ce que tu faisais avant en termes alimentaires, c'est moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent ça, qui me disent je comprends pas, je fais la même chose qu'avant, mais je prends. Ben oui, parce que si tu continues à faire la même chose qu'avant, que tu ne t'adaptes pas, deuxième A, que tu ne t'adaptes pas à ce que tu ressens,
à tes besoins réels, forcément, tu vas prendre, puisque ce différentiel-là, le corps n'en a pas besoin, il ne va pas le brûler, il va le stocker. Donc, le métabolisme, première chose. Et les œstrogènes mettent un coup de frein. Le fait qu'on produise plus d'œstrogènes, on a une fonte musculaire. Au moment de la périménopause, ménopause, on a une fonte musculaire, ça s'appelle la sarcopénie. C'est un phénomène, certes naturel, mais qui donc, les muscles étant le tissu qui dépense le plus d'énergie, forcément, moins on a de ce tissu qui dépense de l'énergie, moins on dépense d'énergie. Et ça peut quand même être un peu diminué via la musculation et la prise de masse. Complètement. Okay. Mais si tu veux bien, parce qu'il y a évidemment des moyens de faire face à tout ça, et je pense que je finis les 4 sujets qui font qu'on prend du poids. Okay. Le 3e sujet, c'est que... Donc, métabolisme, diminution musculaire. Fonte musculaire, exactement. Le 3e sujet, c'est qu'on est dans une phase, à ce moment-là de la vie, un carrefour émotionnel qui est assez complexe. On peut déjà être aidant de ses parents, selon l'âge qu'ils ont. Tout à fait. On a le syndrome du nid vide, c'est-à-dire les enfants qui sont grands, qui partent, et on se retrouve un peu dans cette phase de se dire, mais maintenant... Nouvelle vie, quoi. Nouvelle vie, nouvelle vie, pas youhou, nouvelle vie de on ferme des portes, tu vois, et la société nous le dit bien aussi, qu'on est en train de fermer des portes. Et puis, parfois, conjugalement, professionnellement, ça peut être aussi une phase un peu compliquée. On sent qu'on est un peu mise de côté, que les petits jeunes qui arrivent dans l'entreprise, on a du mal à se comprendre, on sent qu'ils ont d'autres envies, d'autres façons de faire. Donc, émotionnellement, on peut aller chercher dans l'alimentation des ressources parce qu'on n'en trouve plus face à soi-même, enfin avec soi-même. Donc, on mange plus que de besoin. Parce qu'avoir des émotions, malheureusement, ça ne fait pas dépenser beaucoup d'énergie. Et tu disais, pourquoi on prend ce ventre ? La 4e chose, c'est pourquoi ça s'installe la plupart du temps au niveau abdominal. Et le geste que je suis en train de faire, de m'entourer le ventre, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est exactement le geste que font mes patientes. C'est, mais pourquoi j'ai pris là, c'est-à-dire sous les seins, jusque globalement en dessous du nombril. J'ai tel bourrelet que je n'avais pas, je vois bien, je me suis épaissie, je ne rentre plus dans mes pantalons. Alors ça, c'est une question hormonale. En fait, on n'a plus d'hormones féminines, les œstrogènes, la progestérone, ont vraiment drastiquement diminué. En revanche, on a toujours eu de la testostérone, et la testostérone, elle reste au même niveau. Donc on dit qu'il y a une augmentation relative par rapport à la baisse d'hormones féminines, de la testostérone. Et qu'est-ce que fait la testostérone chez les hommes quand ils vieillissent ? Une bedaine. Voilà. Il y a David qui secoue la tête. Une petite bedaine, comme disent mes patients. On se rapproche en fait du stockage de graisse masculin, quoi. On se rapproche d'une morphologie androïde, c'est-à-dire en effet d'un buste qui est beaucoup moins marqué à la taille et une enveloppe abdominale plus importante. Ok. Voilà. Et donc ça, est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce qu'on peut accueillir, adapter, accepter ? Ça veut dire quoi, accepter ? Ça veut dire qu'on est OK avec prendre 5-10 kilos ? Est-ce qu'on peut ne pas prendre de poids ? Est-ce qu'il y a des tricks ou pas finalement ? Enfin, et surtout psychologiquement, en fait, comment est-ce qu'on gère ça ? Ouais. Bon, c'est plein de questions là d'un seul coup. Mais... c'est dis-moi qu'il y a quelque chose à faire. Alors, déjà, sur chacun de ces plans, en effet, tu as commencé à le dire, on les reprend peut-être dans l'ordre. Sur le métabolisme, le seul moyen qu'on connaisse de booster le métabolisme, toi, tu le connais très, très bien. C'est le sport. C'est ça. En tout cas, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est-à-dire de bouger. Pour plusieurs raisons. En plus, ça va adresser plein de choses. Le sport avec le renforcement musculaire, ça va adresser la question de la fonte musculaire. Le sport et l'activité physique avec même des marches rapides dans la campagne pour celles qui sont dans la campagne, dans Paris, dans les parcs, où que ce soit. On n'est pas obligé de faire du sport, de se mettre à être une grande sportive. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, c'est que celles qui n'ont pas fait de sport jusqu'à cet âge-là, quand elles s'y mettent, le bénéfice sur le corps est beaucoup plus important que celles qui ont maintenu un niveau de sport relativement intense, mais qui vont devoir faire un peu plus pour contrebalancer tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire de sport avant 50 ans. Oui, si tout allait bien sans faire du tout de sport jusque-là, le fait d'en faire même un tout petit peu va considérablement améliorer les choses. Ouais. Exactement. Et puis, le sport, par rapport à la dimension psychologique et émotionnelle, le sport, ça génère des endorphines. C'est quand même un truc qui fait du bien. Juste, je veux dire une chose. C'est que moi, je fais partie des gens à qui faire du sport ne fait pas de bien.
C'est-à-dire que ça me fait pas du tout les effets attendus, théorisés, que je lis dans les livres. C'est-à-dire que... Est-ce que tu as compris pourquoi ? Je pense... Alors, je vais te dire un autre truc qui est sur mon sujet, mais par exemple, moi, je conseille de manger des légumes pour les fibres, etc. Et je sais que je mange énormément de légumes parce que j'ai un mari qui est cuisinier, on vit à la campagne, donc on a vraiment accès à des légumes bio, machin. Ça ne me va pas de manger beaucoup de légumes. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui, je veux qu'ils comprennent que on peut pas devenir une Lucille Woodward ou son coach sportif ou quelqu'un qu'on suit sur les réseaux du jour au lendemain, parce que peut-être on n'est pas hyper adapté à cette activité. Donc à ce sport-là ou à cette intensité-là ou à que ça fait pas forcément du bien. Donc j'irais plutôt chercher des choses, c'est pour ça que je parlais de marche dans les bois, etc. Mais après, ça peut être du jardinage, ça peut être, si tu vis dans un appartement ou une maison dans laquelle il y a des escaliers, tu vas les monter en fait 100 fois par jour. Moi, les Parisiens là que je vois monter, je sais que tu dis dans un autre podcast qu'ils montent essentiellement les escalators, mais quand ils montent les escalators, ils montent quand même. Pour aller plus vite, on se met sur la gauche et on trace. C'est ça, on trace. Donc, franchement, moi, je trouve que ce sont des warriors. J'ai vécu 25 ans à Paris, je ne m'en rendais pas compte. Mais quand tu reviens et que tu vis dans un autre climat, un autre environnement, mais tu fais des kilomètres avec des sacs de 15 kilos sur les épaules parce que tu transportes toute ta vie pour aller faire du sport entre le métro, le retour à la maison, etc. Franchement... Déjà, c'est intense, contrairement à ce qu'on se dit en permanence. On se dit, à Paris, les gens sont sédentaires, mais juste de se déplacer, et on l'a vu pendant le confinement. Pendant le confinement, les gens ont pris du poids aussi parce qu'ils n'avaient plus... Même juste ce fait de marcher un peu pour aller au travail. Mais c'est ça. En fait, les 10, 15 minutes ou 20 minutes où tu marches un peu rapide parce que tu es un peu en retard, etc. Je peux te dire que moi, là, je suis arrivée en retard. Je me suis pris un coup de chaud, une suée. J'ai pas besoin de savoir que j'ai fait une activité physique. Alors, je voudrais faire une parenthèse. On va reparler après des restes de l'alimentation. Mais on a eu cette conversation juste avant de commencer à enregistrer où tu me parlais des grosses similitudes, finalement, entre le sport et le métier de coach sportif et l'alimentation et le métier de diététicien, finalement. Notamment, après ce que tu as écouté l'interview de Boris Cheval sur le syndrome du paresseux. Et c'est vrai que, en fait, sport, alimentation, c'est un peu le même combat. Il y a des injonctions, il y a tous les discours contraires. Mangez ci, mangez ça, faites ce sport-ci, faites ce sport-là, faites du sport, mais pas trop, mangez bien, mais pas trop. En fait, on est pratiquement dans la même situation. Et pourtant, c'est vrai que le sport n'a pas encore vraiment cette approche un peu scientifisée et même normalisée ou presque protocolisée par rapport aux discours et aux recommandations à faire. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à écouter ce podcast que tu as enregistré avec Boris Cheval. Merci, ça me fait de la pub. Non, mais franchement, il est top et on apprend plein de choses sur la question motivationnelle, notamment. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à changer ses habitudes ? C'est le sujet, que ce soit des habitudes alimentaires ou des habitudes en termes d'activité physique, de mouvement, de bouger. Sur quel levier on va pouvoir agir ? Alors, parfois, quand on est accompagné, comment les diètes, comment les nutritionnistes, comment les coachs sportifs peuvent agir sur tel levier. Et surtout, qu'est-ce que la personne va trouver comme intérêt à très court terme à faire quelque chose. Et c'est pour ça que je te disais, moi, je sais que faire du sport ne m'apporte pas ce bénéfice court terme de apaiser, se sentir bien. Mieux. Voilà. Okay. J'ai une énergie, je retrouve Ah non, mais pas du tout. Moi, je me sens fatiguée quand je fais du sport. J'ai qu'une envie, c'est rester couchée tout le reste de la journée. Donc, c'est vraiment pas un truc qui marche sur moi. En revanche, ce qui marche sur moi, c'est d'être dans la nature. J'ai grandi dans la nature. Maintenant, je vis vraiment dans la campagne. Donc, ce qui marche sur moi, c'est d'aller marcher 25, 30, 35 minutes. Pas forcément une énorme rando. C'est de voir des beaux paysages. C'est de sentir l'odeur de la nature. Moi, ça marche sur moi. Donc, j'adore faire de la rando. J'adore faire du ski parce que je fais du ski depuis toute petite. Et j'ai pas l'impression de faire du sport. Boris Cheval disait, tu sais, quand t'emmènes ton enfant au parc, il veut que tu le portes pour aller jusqu'au parc. Mais une fois qu'il est au toboggan, tu peux plus l'arrêter. Il court dans tous les sens parce qu'à ce moment-là, il a pas l'impression de faire un effort. Et il est dans le plaisir. Mais même si c'est pas que le plaisir, tu vois,
par exemple, je reprends le ski parce que c'est vraiment un sport que je connais bien, le ski de descente. Pour moi, la glisse, le vent que tu te prends, je pense que des gens qui font de la voile peuvent sentir ce genre de choses. Le vent que tu te prends, tu vois, les sensations corporelles que tu ressens. Alors, tu vas me dire, c'est du plaisir. Mais c'est pas juste du plaisir, tu vois, parce que le plaisir en alimentation, on l'a beaucoup surcoté, enfermé aussi dans un truc. Tu peux prendre du plaisir avec un carré de chocolat, mais en fait, tu as le droit à tant de choses par jour ou tant de choses par semaine. Mais en fait, le plaisir, ça se commande pas. Tu vois, c'est un peu comme de dire à quelqu'un, tu dois avoir un orgasme par jour. Comment je fais ? Enfin, je veux dire, si j'ai pas envie, si c'est pas le moment, si l'autre n'est pas... Et même moi, avec moi-même, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est intéressant de sentir que... Enfin, ramener tout au plaisir, c'est trop... c'est à nouveau une pression. Okay. C'est une injonction à devoir ressentir quelque chose à un moment donné. Alors que les sensations, l'excitation de tes sens, on va le dire comme ça, ça procure un bénéfice immédiat. Je parlais du vent, mais c'est aussi sentir que je suis en maîtrise de mes skis, c'est aussi sentir la qualité de la neige c'est sentir le soleil sur ma peau s'il y a du soleil. Tester un virage. C'est ça, sentir que t'as bien négocié un truc et t'es content de toi. Bon tu vois, tout ça, c'est des petits bénéfices immédiats qui font que quand je fais du ski, j'ai pas l'impression de faire du sport. Je le fais pour plein d'autres raisons et de fait, j'ai fait bouger mon corps. Bon, en même temps, j'habite dans le Périgord, donc autant te dire que je ne fais pas du ski très souvent. Mais c'est un exemple qu'on peut ressentir avec plein d'autres activités. Et donc, ça, entre ce lien entre le sport et les injonctions, genre faites-vous plaisir, mais faites aussi et le renfort et le cardio, mais faites aussi, je sais pas moi, des sorties longues. Enfin, il y a plein finalement d'injonctions comme ça, comme dans l'alimentation. C'est-à-dire manger des fruits et légumes, mais faites-vous plaisir, mais pas trop. Limiter les portions. Voilà, mais consommer local et bio, et attention à la viande et les légumineuses, mais aussi faites-vous plaisir et soyez dans la convivialité. Enfin voilà, ça n'arrête pas en fait. C'est ça. Mais je crois que vraiment, on parlait tout à l'heure de comment j'ai démarré. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question de la psychologie de l'alimentation, à l'époque, on parlait déjà de cacophonie alimentaire. Donc ça, c'était il y a 20 ans, disons 18 ans. Là, il y a vraiment la cacophonie sportive, c'est exactement pareil. Et en plus, avec les effets de mode, mais comme pour l'alimentation. C'est-à-dire que tu vas avoir la mode du sport hardcore, la mode du sport extérieur, la mode du cardio. Voilà, après du running, du trail, après ça va être le pilate, après ça va être la boxe, je ne sais pas comment, l'aquaponais. Non, mais tu vois, il y a tout qui existe en fait. Tout est à la mode, rien n'est à la mode. Tout est nouveau, rien n'est nouveau. C'est un peu pareil avec l'alimentation finalement. Oui, c'est la même chose et d'autant plus que je pense que dans le sport, mais d'une certaine manière dans l'alimentation et le poids, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui sont plus ou moins compétiteurs. Moi, j'ai un coach activité physique adaptée avec lequel je fais une séance par semaine. Et dès le début, parce que j'avais eu d'autres coachs avant, et je lui ai dit, alors c'est pas la peine de me dire « Vas-y, défonce-toi, tu vas y arriver, j'ai meilleur de toi !» Je sais pas quoi. Non, ça marche pas du tout avec moi, ça me donne juste envie de lui dire « Mais ferme !» Bref, moi ça marche pas. Il faut m'encourager différemment. Il faut que moi je sente. Ça marche beaucoup mieux, par exemple, de m'expliquer pourquoi on fait ce mouvement. Qu'est-ce que et alors j'adore avec les coachs APA parce qu'ils expliquent beaucoup. Ils font beaucoup le lien entre la vie courante. Tu vois, l'autre jour il me faisait faire un mouvement, je sais pas quoi, en levant les bras vraiment tout droit, tu vois, au-dessus de la tête. Et il me disait mais tu vois ce mouvement quand tu vas chercher un truc très haut dans une armoire, c'est ce mouvement-là que tu fais. Moi, ça me parle, tu vois, de comprendre pourquoi. Après, il y a des gens pour qui ça parlera pas. Et l'intérêt de cette grande diversité, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un qui te correspond. Tout à fait. Tu vois. Et au même titre que psychologue et diététicienne, il y a des gens pour qui ça va coller. Il y en a, même dans mon environnement proche, eux, ils veulent un bon gros régime, ils veulent savoir qu'ils vont avoir tel... Imprimer, manger ci, ça. Ça, un bon cadre, que derrière, ça va être sanctionné par tant de kilos en moins. Voilà, clairement, ça, c'est pas les gens qui viennent me voir. Et souvent, les gens qui viennent me voir ont eu beaucoup ça.
et ont envie d'aller interroger un peu autre chose. Ok. Alors, on va revenir quand même à la ménopause. Quelques questions courtes. Donc, sur ce poids pour... Vas-y, tu veux revenir sur un truc. Oui, parce que quand même, on parle de longévité ici. Et je pense qu'il faut comprendre une chose dans la ménopause, dans ce moment de vie où on va réinterroger des choses, mettre en place des choses différentes, s'adapter, etc. C'est qu'on vise le tout de suite, mais on vise aussi la suite. Et pour moi, par exemple, une activité physique, il faut que le bénéfice, il soit à différents niveaux. Et je pense que tu seras d'accord, mais que ça travaille aussi bien le cardio, parce que à ce moment-là de la vie de la femme, on augmente ses risques cardiovasculaires de façon drastique parce qu'on n'a plus les œstrogènes qui nous protègent. Donc, on revient au même niveau de risque que les hommes, au même âge. Donc, faire du cardio, c'est important. Faire du renforcement musculaire, parce que la fonte musculaire, en raison de ces œstrogènes qui nous manquent, pareil, donc c'est important, mais aussi la souplesse, c'est important parce que plus on a de raideur, enfin plus on va vieillir, plus on va avoir de raideur articulaire, donc avoir travaillé sa souplesse, ça éduque les choses. Ouais, donc finalement ce que tu es en train de nous dire, c'est malgré tout, il y a quand même un cadre, quoi qu'il arrive, qui est nécessaire, ou en tout cas intéressant, d'être suivi, activé, respecté, voilà, adapté en fonction de chacun, mais pour pouvoir avoir la meilleure opportunité de longévité ou de vie plus confortable sur le long terme. Oui, je sais pas s'il faut dire un cadre, parce que j'arrête pas de dire... oui. Là, c'est comme un cadre que tu me dis, où il faut faire un peu de cardio, un peu de renfo, un peu de souplesse. C'est comme un cadre où on parle de, même en alimentation, manger tant de fruits et légumes, dans un cadre, tu vois, plutôt des fibres, plutôt équilibré, un peu de protéines, enfin, tu vois. Oui, alors, le problème étant c'est un peu la même chose, c'est un peu le même style de cadre. Alors, c'est ce que j'appelle un cadre souple. En fait, je prends l'exemple, tu vois, avec mes patients, je montre mon portable et je dis, voilà, ça, c'est un cadre rigide. Maintenant, j'ai une espèce de grande ficelle au bout de mon portable et je dis, je peux avoir la même taille de cadre avec ma ficelle, je le fais vraiment, et je tire dessus et je dis, ça, c'est un cadre souple. Donc, c'est pas du tout la même chose déjà d'être enfermé dans quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que le cadre est souple et va pouvoir être utilisé en tant que cadre si on l'a adapté à la personne qui est en face. Typiquement, quand je te dis, moi, je peux pas être avec un coach qui me hurle dessus parce que ça... voilà, je me suis adaptée à ce que je suis, j'ai accueilli le fait que je suis rebelle à ça, et je me suis adaptée et j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond. Je m'adapte à mon environnement. Pareil ici à Paris, on est obligé de s'adapter à son environnement proche, tu vois. Les pauvres Parisiennes, ils sont pas forcément... Les pauvres. Moi, j'aime bien. Non, mais j'allais dire... pas pauvres. J'allais dire, pardon, c'était pas... J'allais dire, s'ils ont envie de verdure, ils vont avoir plus de mal à la trouver que moi. Donc voilà, et puis si on adore le ski, quand on est à Paris, on va en faire une semaine par an, là où quelqu'un qui habitera à Chamonix, il va sans doute en faire au long de la saison de ski. Donc voilà, on s'adapte en fait à plein de choses. Et ça, c'est un truc que je dis souvent moi dans l'alimentation, et je pense qu'on peut le transposer au sport, enfin à l'activité physique. C'est que finalement, on croit qu'on peut être libre de tout. Tu vois, moi par exemple, ce matin, j'aurais rêvé de venir en maillot de bain. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce qu'on est en plein hiver, on est en plein Paris, que c'est tout à fait socialement non accepté. T'as vraiment rêvé de venir en maillot de bain ? Ok, c'est un exemple. Ok. Donc, random. Et je me suis dit, non, je peux pas, je vais être filmée, donc je vais à un podcast, je ne peux pas être en maillot de bain. Donc, merci. Qui en plus il fait non, ça aurait pas été désagréable. On accepte tout le monde, ici, il n'y a pas de problème, maillot de bain, cosmonaute. Et puis en plus, moi, j'aurais eu froid, j'avais pas du tout envie de pas être couverte. Enfin, dans l'idée, j'aurais voulu avoir la liberté de choisir, mais dans les faits, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un certain nombre de faits externes, d'éléments extérieurs, un certain nombre d'éléments intérieurs, et tout ça a amené à ce que je m'habille comme... j'ai aussi une valise, donc j'avais un choix limité à ma valise, mais même quand dans tes placards, tu as un choix limité, tout n'est pas propre, il y a des couleurs que tu as envie de porter, pas envie de porter, etc. Tu es dans un choix, une liberté contrainte par un certain nombre de facteurs internes et de facteurs externes. Avec l'activité physique, c'est pareil en réalité, tu vois. Et il faut juste, au jour le jour, trouver ce qui te va bien. Et accepter aussi que les envies changent. Exactement.
que peut-être il y a 20 ans, t'aimais pas courir, je dis n'importe quoi, oui. Et qu'aujourd'hui tu pourrais plus te passer de courir. J'ai une amie comme ça, voilà, elle a commencé à courir il y a 20 ans, elle était tout à fait sédentaire, elle s'est mise à courir et aujourd'hui elle est fondue de course à pied. Et les envies changent, les goûts changent, même question alimentaire. On peut avoir aimé énormément les gâteaux, les bonbons plus jeunes, maintenant plus du tout, et aimer d'autres choses. Oui, devenir plus salé, devenir plus sucré. Il y a aussi un phénomène pendant la ménopause, c'est un tube digestif qui est un petit peu plus aléatoire. Donc on digère moins facilement les choses, on peut avoir certaines fois un peu plus de constipation, un peu plus d'état diarrhéique, enfin tu vois, c'est un peu plus aléatoire aussi. Donc il y a des choses, tu sens, par exemple, tu vas pas manger d'épices parce que tu sais que ça te déclenche des bouffées de chaleur, enfin un peu moins épicé, pendant la période de la périménopause en tout cas. Moi j'ai plus pu boire d'alcool parce que je buvais un verre, j'avais l'impression de m'être pris une blinde monstrueuse. Donc, t'essayes une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Quand tout le lendemain, t'as une barre comme ça et que tu te dis... T'as compris, quoi. Voilà, t'arrêtes parce que juste, ça te fait pas de bien. Alors, reparlons, du coup, tu me fais une super transition back jusqu'à mes questions de retour. Donc, tous ces symptômes, donc le poids, est-ce qu'il y a quand même des choses qui marchent à peu près à tous les coups, ou en tout cas, voilà, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, des sortes de cadres pour le poids, pour les bouffées de chaleur, par exemple, ou les douleurs articulaires? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs où, quand on ressent, il y a quand même au moins une solution, quoi, même si elle n'est pas parfaite? Non. Okay. Non, en fait, mais j'aime bien parce que c'est bien, tu vois, je trouve que c'est à la française, quoi. On arrête de mentir, on fait pas de l'américanisation, grand drapeau planté, on y va, c'est bon, on a tout résolu. Allons-y, à la française, passons par les méandres. Alors, moi, je suis une femme de nuances, donc c'est pas moi qui vais dire « Mais oui, bien sûr, j'ai trouvé la solution pour... » D'abord, si j'avais trouvé la solution pour régler les problèmes de poids à la ménopause, je saurais les régler pour toute la vie. Parce que quand même, globalement, c'est mon sujet préféré. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure que, pour le poids, j'ai dit tout à l'heure qu'on baissait, notre métabolisme diminuait, et que donc, il fallait trouver de quoi on avait besoin pour éviter de stocker ce qu'on mangeait avant, mais qui est en trop par rapport aux nouveaux besoins. Donc, identifier ces nouveaux besoins, on a quand même un peu des pistes. Par exemple, on peut les identifier en étant beaucoup plus attentif, en sortant du cadre habituel, des habitudes, en étant beaucoup plus attentif à ce qu'on ressent. On a quand même une très bonne expression du besoin du corps, c'est la faim par rapport à l'alimentation. Et je suis vraiment sidérée du nombre de personnes qui ne savent même pas reconnaître leur faim. Eh oui, mais ça, tu vois, enfin, dans ton livre, tu en parles, et notamment, tu dis, voilà, on a perdu, parce qu'on a fait plein de régimes et tout ça, on a perdu cette sensation de faim et de satiété. Et moi, je le vois même en tant que sportif, on a aussi toutes ces injonctions ou ces informations, pas forcément injonctions, mais vous faites du sport, il faut manger dans les 30 minutes, vous faites du sport, il faut absolument manger comme ci, comme ça. Et parfois aussi, même alors qu'on a envie de faire bien, on se déconne un peu ce système un peu d'autorégulation parce que on a un peu tous ces messages, mais parfois d'experts. Ils disent, ils s'y connaissent. Ah, il faut manger dans les 30 minutes après le sport. Par exemple, moi, si je fais ça, je me force. Enfin, manger en plus de la protéine juste après le sport, personnellement, je me force, je m'oblige à aller manger un yaourt après le sport, ou alors là même pas un shaker protéiné, je trouve ça horrible. Donc voilà, on se coupe complètement de ces sensations. Ça. Où est le vrai, où est le faux? Parce qu'on a quand même envie de bien faire, il faut manger après le sport, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est un peu... T'as eu des enfants, Lucille? Oui. J'en ai 2, et je les ai toujours. Oui, pardon, je voulais dire... C'est long d'avoir des enfants. Tu as eu des bébés? Oui. Bon, tu as vu que ces bébés, ils ne sont pas tous les jours pareils. Ils ne mangent pas tous les jours la même chose. Ils sont pas... ils ont des rythmes qui changent. Quand ils sont en vacances, ils ne vont pas petit déjeuner à la même heure. Quand ils ont un truc qu'ils adorent à table, même quand ils n'ont plus faim, ils repoussent ça et ils disent « j'ai plus faim ».
Et même quand ils sont bébés, si tu les nourris au biberon, tu te rends compte qu'un jour, ils vont boire 180 millilitres, le lendemain 240, sauf que le pédiatre, il a dit qu'il fallait 240 tout à fait. Tu vois ? Et donc, on est un peu dans le même truc. Du coup, ça te stresse parce qu'il n'a pas fini son bibi, tu regardes combien il reste dans le bibi. Et puis après, si jamais il a tout fini, t'es là, mais... Est-ce que j'en refais un ? Est-ce que je refais un bibi ? Alors, moi, je faisais ça. Faut croire que j'étais déjà... Alors que j'étais pas encore diététicienne, mais je lui refaisais genre 60, tu vois. Parce qu'il faisait... J'avais l'impression qu'il allait avaler la tétine à force de tirer sur son biberon vide. Et je lui refaisais 60. Et là, il buvait 10 millilitres, 15 millilitres. Pas pour m'agacer, pas pour m'embêter. Juste parce que lui, c'était ça qu'il lui fallait, tu vois. Et je crois qu'il faut juste se rappeler qu'on a des systèmes de régulation personnels, individuels, qui ne sont pas jugeables. C'est-à-dire que toi, tu vas peut-être me dire, moi, j'ai jamais faim le matin. Ou tu vas peut-être me dire, j'arrive pas à manger des protéines une demi-heure, la demi-heure qui suit l'exercice. Et il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ah, mais moi, j'ai hyper faim quand je sors du sport. À ce moment-là, j'ai hyper envie de manger. Et puis, ça dépend des sports aussi. Puis ça dépend des individus. Exactement. Et c'est là où la notion de psychologue, diététicienne a tout son sens. C'est que j'ai pas de truc... Mon nom répondait à « j'ai pas de choses générales qui marchent pour tout le monde. Je peux que dire expérimentez ça. Si ça marche pour vous, c'est que c'est bon pour vous. Vous êtes l'expert de votre corps. Personne ne vous connaît mieux que vous. Vous êtes l'expert de votre corps. Ça, c'est quand même dur à comprendre parce qu'en fait, finalement, on a toujours l'impression qu'on n'y connaît rien, que justement nos sensations nous trompent parce qu'on a trop faim, on mange trop, ou bien, voilà, on est trop comme ci, trop comme ça. Donc, cette phrase, on est l'expert de notre propre corps, c'est... Mais tu sais, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Je suis sûre que tu as des gens, et j'espère que ça t'est pas arrivé à toi, mais qui ont dit je suis allée voir un médecin, 2 médecins, 5 médecins, je disais j'ai mal là, puis à chaque fois on me disait mais c'est le stress, j'ai mal au dos, c'est le stress, voilà, vous êtes un peu déprimé, je vais vous arrêter un peu, et puis un jour elle va voir la bonne personne qui entend ce qu'elle lui dit, son signe, son symptôme, et qui creuse à cet endroit-là précisément et qui démontre que oui, il y avait bien quelque chose. C'est ça que j'appelle être l'expert de son corps, c'est qu'il n'y a que nous qui savons ce qu'on vit, ce qu'on ressent, l'intensité avec laquelle on le ressent. Pourquoi attendre d'avoir trop faim et d'avoir peur de manger trop ? C'est vrai, quand on a trop faim, on mange beaucoup plus. Tout simplement parce que la faim, c'est un signal d'urgence. À partir du moment où ça se met en place, c'est urgent parce que le cerveau, il a besoin de recevoir des glucides, donc la grande famille des glucides, quelle que soit leur forme, rapidement parce qu'il est glucodépendant. Il n'y a pas que lui, il y a aussi les globules rouges, il y a les muscles striés, ceux qui nous font faire des mouvements, il y a une partie des reins, bref, il y a un certain nombre d'organes qui dépendent des glucides. Quand on tire la sonnette de la faim, même si on a une réserve sur nous de gras, ça ne va pas se transformer immédiatement en... Mais ça prend son petit temps. Ça prend 48 heures. Donc, 48 heures pour prendre du gras, le transformer en sucre et pouvoir approvisionner le cerveau. Ça tombe bien, et c'est aussi pour ça qu'on est plus gros aujourd'hui qu'avant. D'abord, on est dans une société d'abondance alimentaire. Il y a tout le temps à manger, partout, en quantité suffisante, en tout cas pour ceux qui y ont accès. C'est pour ça que je parle de société. Et on est aussi, nous, les descendants de ceux qui ont résisté aux famines, aux disettes, aux guerres, au manque, donc de ceux qui ont des gènes les plus grossissants possibles. Oui, de stockage efficace. Exactement. Donc, si tu veux, on est bien pensé pour toute l'histoire de l'humanité. Sauf depuis les 70 dernières années, quoi. Ouais, même pas, 70. Depuis les années 70, ils ont la grande industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Et donc après, pour tout ce qui va être douleurs articulaires, la sécheresse vaginale par exemple, ou d'autres symptômes, comme tu nous parles du système digestif, etc. Encore une fois, tu nous parles d'être expert de notre propre corps, mais vers qui on se tourne alors dans ces cas-là, ou comment est-ce qu'on arrive à mieux supporter ces symptômes, ou les réduire, ou faire en sorte qu'on s'y adapte le mieux ? Déjà, je crois que vraiment, les réseaux sociaux sont sûrement la pire source, et Internet globalement. La pire source ? Oui, la pire source. J'ai bien entendu la pire source ? Oui, la pire source. Oui, mais tu vois, moi je t'ai connue grâce aux réseaux sociaux malgré tout. Oui, alors évidemment, tu les utilises, oui, bien sûr. Non, mais quand je dis la pire source, c'est qu'il y a trop
quand on parlait de cette cacophonie, ça s'est encore amplifié avec les réseaux sociaux, parce que tout le monde parle, et tout le monde parle, alors est plus ou moins entendu, et tout le monde parle très fort. Donc je pense que déjà, identifier ce qu'on ressent, savoir que ça peut être en lien, tu parlais de sécheresse vaginale, de bouffées de chaleur, etc. Les bouffées de chaleur, par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui prennent de la sauge, ça leur fait du bien. Il y a des femmes qui prennent, pour les sécheresses vaginales, du gingembre, ça leur fait du bien. On n'a aucune étude scientifique qui dit que c'est utile et que ça marche, mais si tu l'expérimentes, que tu n'as pas de contre-indication à prendre ces produits, je pense à la sauge notamment, qui je crois est contre-indiquée pour les femmes qui sont en risque de cancer du sein, si tu n'as pas de contre-indication, tu vois, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus au prétexte que c'est naturel, il faut quand même un peu se renseigner. Mais alors on se renseigne où ? Parce que aussi, il y a quand même beaucoup de gynécos, je ne cite pas de nom ni rien, mais qui en ont un peu rien à faire de tout ça, ou qui vont t'orienter peut-être parfois vers des traitements que tu n'as pas envie forcément de prendre, donc voilà, t'hésites, traitements hormonaux. Là, tu me dis, voilà, le gingembre, mais en même temps, il n'y a aucune étude scientifique, on écoute qui ? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même aussi un espèce de marasme, un flou total. Ok, alors, il faut comprendre quelques éléments de base. Pour l'alimentation, je pense que il n'y a pas besoin de changer de façon cadrée, tu vois, définir, régler les choses. Je pense que si déjà tu arrives à être à ton juste niveau en termes de besoins et répondre de manière adéquate à ces besoins, ça c'est pour la faim et le rassasiement, c'est bien. Après, on a parlé aussi de l'alimentation au niveau émotionnel, donc il y a des envies parfois, parce que les femmes, quand elles sont dans toutes ces turbulences, ben, tu as envie d'aller chercher un peu de doudou, un peu de sécurité, un peu de réassurance. Donc ça, c'est les envies. Ça s'accueille aussi, ça se comprend, ça s'identifie, on s'adapte à ces envies. Et finalement, ben là, j'aurais tendance à dire où aller vers des gens en qui vous sentez que vous pouvez avoir confiance, c'est-à-dire des gens qui comprennent comment marche la psychologie de l'alimentation et peuvent y répondre. Et surtout, soyez avec des professionnels, que ce soit avec des gynécos, avec qui que ce soit, il faut qu'il y ait un rapport de confiance mutuelle. Je crois que je le raconte dans le livre, je ne sais pas, mais par exemple, j'ai vu un gynéco, moi, je me demandais si j'allais prendre un traitement hormonal de la ménopause, à cause de tendinites, les fameuses à répétition. Je me disais, peut-être ça peut améliorer les choses. Je rentre dans son cabinet, elle me dit « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je lui dis « Ben voilà, je pense que je suis en périménopause. » Et je me pose la question du traitement hormonal de la ménopause. Elle me répond, mais comme ça, ça faisait une demi-minute que j'étais dans son cabinet. Moi, je ne vous donnerai pas de traitement hormonal de la ménopause parce qu'un cancer du sein de plus est un cancer du sein de trop. Je vais dire, elle m'a... Parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Bien sûr qu'un cancer du sein de plus est un cancer du sein de trop, évidemment. Sauf que ça sous-entend, si je vous donne un traitement hormonal à la ménopause, vous allez avoir un cancer du sein, ce qui est faux. Mais totalement faux, on le sait donc aujourd'hui. Tu vois, c'est quand même fou parce que c'est quand même un gynéco qui dit ça. Donc toi, qui tu es en tant que personne lambda, d'aller contester ce que ton gynéco te dit. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même... c'est quand même hyper difficile. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que... De trouver l'info, la confiance. Déjà, tu mets 6 mois pour avoir un rendez-vous avec ton gynéco. Ouais, tout à fait. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'acculturer à ce moment de vie. Comme on l'a fait à plein d'autres moments. On est tombé enceinte, on ne savait rien, on a lu des livres, on a parlé avec des gens. Moi, j'organise avec un collectif de femmes qui s'appelle Passerelle un événement qui va partout en France, dans 10 villes françaises, dans les cinémas, qui s'appelle La Ménopause fait son cinéma, où on projette un film documentaire qui est entrecoupé de moments d'échange avec un gynécologue, qu'on a choisi avec des sociétés savantes de gynécologie pour qu'il ait un discours qui apporte de l'information sans conviction. Tu vois, par exemple, cette gynéco n'aurait pas pu venir à La Ménopause fait son cinéma parce que sans conviction, ça veut dire je te donne des informations, je te dis où en est la science. Factuel. Je fais péter tes croyances. Après, tu feras tes choix. De toute façon, elle n'est pas là pour faire des prescriptions. Tu vois, elle est là dans un événement. Bon, voilà, je pense qu'il faut aller en quête d'informations qui soient... qui te permettent de réfléchir. Tu vois, il ne faut pas chercher la réponse chez quelqu'un d'autre parce que personne ne saura te dire vas-y, prends le traitement ou surtout le prends pas. Moi, je trouve ça catastrophique de dire ça. Par contre, de dire voilà ce que montrent les études, voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur ce traitement, voilà ce qu'il permet.
Tu parlais de la prise de poids. On sait que le traitement hormonal de la ménopause, il diminue la prise de poids, notablement. Il diminue les rides, notablement. Et je t'en parle, je le prends pas. Donc, je l'ai essayé 6 mois sur mes tendinites, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai arrêté au bout de 6 mois. Okay. Il protège ton système cardiovasculaire parce qu'il il refluidifie le sang, il réélastise les artères, les tissus. Donc voilà, il y a des bénéfices à prendre ce traitement hormonal. Maintenant, il y a des personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Il faut trouver le gynéco qui évalue le bénéfice, le risque, parce que évidemment, ce sont des hormones, mais comme on a pris la pilule, ce sont des hormones, comme, j'en sais rien, moi je pense qu'on n'est pas obligé de vouloir prendre frontalement les choses, dire d'un côté, la science ne s'occupe pas des femmes ménopausées, qu'il y a un traitement hormonal de la ménopause qui soit développé depuis des dizaines d'années et qui continue à évoluer en France, et qu'on s'arc-boute en disant oui, mais ça fait trop peur. Et il y a aussi des traitements très variés maintenant, avec des crèmes, avec des gels, avec des ovules, donc plein de façons complètement différentes aussi de prendre le traitement. Tu parlais de sécheresse vaginale, ça typiquement, on sait que en mettant une crème qui contient des œstrogènes, mais qui ne passent pas dans le sang, si tu veux, donc ils viennent redonner, locaux, et ils redonnent de l'élasticité au tissu, ils permettent d'améliorer l'expérience sexuelle, parce que souvent il y a des douleurs à ce moment-là aussi, quand tu fais de la sécheresse vaginale, c'est douloureux d'avoir un rapport sexuel, donc petit à petit, t'as mal, ta libido dégringole, ton partenaire, il comprend pas, t'oses pas forcément lui en parler parce que t'as un peu honte. Enfin, voilà, donc pour moi, vraiment, parlez-en avec... et puis faites-vous votre idée, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez, surtout aux conjoints, surtout aux enfants, qui se prennent quand même la ménopause de leur mère, souvent de manière assez frontale. Et c'est pas cool, tu vois, quand je te parlais du dragon tout à l'heure, quand je te parlais de... Mon fils, il m'a dit, c'est lui qui le premier a mis le doigt là-dessus, il m'a dit, on regardait ensemble, je sais pas, il avait 15 ans, 16 ans, je sais plus, un épisode de Fais pas ci, fais pas ça, la série. Et il me dit, on voyait Isabelle Gélinas qui était en biopause, parce qu'elle aimait pas le mot ménopause, donc biopause. Elle parlait mais vraiment de façon hyper vulgaire, elle insultait tout le monde, elle était fine énervée. Et mon fils se retourne et me dit, t'es pas en biopause, maman ? Là, j'ai fait, il y a peut-être un truc. Sympa. Mais en même temps, c'était bien parce qu'il pointait quelque chose que j'avais pas forcément remarqué. Et donc, ça, tu en parles d'ailleurs dans ton livre sur la place des hommes. Ouais. Pas forcément des enfants, si tu en parles aussi un peu à la fin, mais comment est-ce qu'on inclut nos conjoints, compagnons dans cette transition ? Est-ce qu'il faut leur en parler ? J'imagine que oui, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'omerta sur le sujet chez les hommes. Enfin, ça détourne tout de suite le regard, ils veulent pas trop en entendre parler, c'est un truc de bonne femme, entre guillemets. Tu sais, ça se voit bien dans les séances de la ménopause fait son cinéma. En général, il y a 2 hommes, dont mon mari, qui m'accompagnent. Et voilà, tu vois. Et même là, dernièrement, on va passer à Bordeaux en avril. J'ai des amis là-bas. Et elle m'a dit, je vais venir avec 2 copines. Et je dis, et lui, il vient il était là, il dit, non, pourquoi faire ? Et là, on s'est retourné et on a dit, mais pourquoi faire ? Mais pour comprendre, pour apprendre, pour l'accompagner, pour arrêter de dire des trucs comme dis donc, t'as pas un peu pris là ? Tu vois, ce genre de trucs horribles où tu ferais bien de te bouger un peu. Bref, quand t'as passé ta nuit à te réveiller 3 fois, à changer ton lit complet parce que t'étais dans une bassine, parce que tu fais des suées nocturnes, je peux te dire que le matin, t'es pas à prendre avec des pincettes, c'est pas le moment d'aller te dire dis donc, t'étais plus rigolote avant. Tu vois, ce genre de réflexion qui peut vite aigrir un couple. Pareil pour les managers. Mais les gars, comprenez que quand vous êtes des managers d'équipes dans lesquelles il y a des femmes qui traversent ce moment, c'est lourd, c'est plus que lourd, c'est déplacé. Quand quelqu'un sort un éventail, moi c'est mon meilleur ami, je l'ai tout le temps, je l'ai là même, tu vois, il fait 2 degrés dehors, mais tu sors ton éventail ou tu veux ouvrir une fenêtre, c'est lourd de dire « t'as tes vapeurs ». Non, dis pas ça, gars, comprends ce qu'elle est en train de vivre. Alors comment est-ce qu'on en parle justement ? Comment est-ce qu'on intègre ça ? Est-ce qu'on explique ? Est-ce qu'on fait lire quelque chose ? T'aurais
des conseils? Alors, c'est rigolo, moi j'ai des lectrices qui m'ont dit... j'ai laissé votre livre sur la table du salon pour mes ados, pour mon conjoint. Et oui, déjà, on lit, on fait lire, on montre des témoignages. Tu vois, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Ça commence à parler un peu. Et puis, forcément, l'algorithme étant ce qu'il est, quand tu commences à regarder un truc sur un sujet, boum, 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 t'as l'impression qu'il y a tombe. Plus ça. Tout à fait. Voilà, donc tu montres des vidéos rigolotes. Et puis, comme ça fait aussi un support pour parler des choses. Mais tu sais, même mon mari, quand il a commencé à lire mon livre, il m'a dit, mais j'imaginais pas. J'imaginais pas que c'était ça. Pourtant, il m'en entend parler. J'ai baigné dedans. Toute la famille a baigné dedans pendant des mois d'écriture et je vivais les choses et j'en parlais. Mais de comprendre à quel point c'est une révolution, justement, pour la femme, je pense qu'il faut lire, il faut montrer, il faut en parler. Il faut en parler dans les dîners, pas entre copines comme ça, tu vois, en se cachant. Mais il faut y aller, quoi. Et c'est vraiment tous ces maillons qui vont permettre de lever le tabou. C'est pas une personne, c'est pas Madame Ménopause en France, il y en a pas vraiment. C'est pas en laissant les hommes s'emparer de ce sujet et parler pour nous. C'est bien aussi qu'ils en parlent. Il y a des hommes très bien qui font un boulot très bien sur ce sujet, mais allons-y et c'est comme ça qu'on lève un tabou, en fait. C'est assez simple. Et derrière donc cette révolution ménopause, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, T'en es où, toi? Moi ça va super. C'est ça qui est génial, c'est que quand on interroge et quand on croise les femmes qui sont plus âgées, qui sont passées à travers ça, moi j'ai pu bouffer de chaleur. J'ai toujours les tendinites qui continuent à faire leur farce, mais bon, je sais pas, on verra, ça s'arrêtera peut-être un jour ou pas. Je peux recommencer à boire un petit peu d'alcool, pas trop. Il faut qu'il soit, je le choisis vraiment prudemment, mais voilà. Non, je dors beaucoup mieux. Tu vois, il y a tout ça qui se met en place. Le corps, il s'adapte. C'est quand même une merveilleuse machine. Donc, il s'adapte, il met les choses petit à petit en place. Et tu retrouves de l'énergie, tu retrouves de l'élan. Et je te livre ce petit truc, mais quand j'ai eu 50 ans, j'ai fait une fête. Je m'appelle Laurence. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Elle, en chiffre romain, c'est 50. Et elle, ça fait aussi l'élan, tu vois. Et on peut aussi le voir, moi je le vois vraiment maintenant comme une sorte de rampe de lancement sur la suite. Moi j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai déménagé. Voilà, je pense qu'il y a des choix de vie plus forts qu'on fait. Elle est là aussi notre évolution intime, c'est se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux, comment je me projette. Et voilà, t'arrêtes de fermer des portes et de regarder ce qui était derrière en te disant « Oh, c'est plus là ». Et tu te projettes dans autre chose. Je trouve qu'il y a, chez ces femmes, je pense à Andy McDowell, je pense à des femmes comme ça qui incarnent ces femmes, elle a même plus, elle a je crois 65 ans, ces femmes qui ont dépassé les 50 ans, il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas forcément toutes fines, qui ne sont pas... dans des sites différents, tu vois, je vois, je sais pas, Agnès Jaoui, une autre actrice aussi, je sais plus, bon bref... on voit aussi que ces femmes, elles ont un corps qui évolue. Catherine Deneuve, elle a le corps qui a évolué. Tu la vois maintenant, même il y a 20 ans, elle n'avait pas le corps de 30 ans avant. Mais je trouve ça beau de se dire qu'on a une vie après ça. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Hyper intéressant, merci beaucoup. La révolution ménopause, merci beaucoup Laurence, c'était vraiment hyper intéressant de t'écouter et j'ai adoré cette fin en fait hyper enthousiasme, mais on peut aussi le vivre de façon moins enthousiasmante. En fait, finalement, c'est un peu à chacun d'adapter et on n'est pas obligé d'avoir une post-ménopause ultra enthousiasmante et on peut aussi l'avoir, en fait. Oui. Donc, c'est finalement ce que je retiens de cet entretien, c'est d'être un peu de s'écouter, d'accepter des ups, des downs, ça va bien, ça va moins bien. C'est ça. C'est très singulier, très individuel. Et surtout, laissez jamais personne vous dire ce que vous êtes censé vivre. C'est ça. C'est beaucoup moins de jugement. En fait, c'est moi vraiment ce livre que j'ai lu. Alors, c'est vrai que je l'ai quand même lu rapidement, mais je me suis dit, finalement, on devrait tous le lire pour arrêter de se juger, de se dire, faut faire ci, faut faire ça, pourquoi elle fait pas ci, pourquoi elle fait pas ça. En fait, on a plein de sensations, plein de sentiments.
on est très complexe, on n'est pas en uniformisation comme ça. Et cette complexité, c'est ça qui fait que finalement, c'est intéressant à vivre en fait. C'est ça. Et arrêtons de se comparer. Il y a toujours une femme qui sort de la maternité en remettant son jean 36 au bout de 3 jours. C'est pas la majorité de l'espèce. Et là, dans la ménopause, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin de se comparer à celle qui a pris moins, qui a pris plus, qui a pris combien. Non, on ne se compare pas, on se vit. Merci beaucoup pour ça. C'était super intéressant et à bientôt. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, vos remarques à ce sujet. Comment est-ce que vous envisagez cette période de la ménopause ? Comment la traverserez-vous ? Comment est-ce que vous en parlez à vos proches ? Faites-nous part de votre expérience et donc partagez ce podcast. Écrivez des commentaires, mettez-nous des très bonnes notes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut !